Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet qui sort de l'ordinaire pour moi. Nous allons parler d'une ville, et pas de n'importe laquelle. Nous allons parler de Paris. Vous l'aurez compris, le sujet est vaste et dense, je ne pourrai pas évoquer toutes les facettes de la ville lumière avec le format de vidéo que je vous propose. C'est pourquoi on s'intéressera principalement à la période où la ville fut profondément modifiée pour entrer dans la modernité et devenir un bijou d'esthétisme et d'urbanisme. Cette époque, c'est le Second Empire. Et oui, les transformations que va connaître la ville sont telles qu'il existe bien un avant et un après Napoléon III pour notre belle capitale. Avant d'effectuer un coup de projecteur sur cette période charnière, effectuons un rapide voyage dans le temps de quelques milliers d'années. Promis, je serai concis, synthétique et rapide. L'histoire de notre ville commence par l'installation d'un peuple gaulois nommé les Parisis, qui vont s'implanter au bord de la Seine au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Paris est appelé Lutèce en -52 avant Jésus-Christ, suite à la conquête romaine de la Gaule par Jules César. À cette époque, la capitale des Gaules est Lugdunum, c'est-à-dire Lyon. Pardon pour la prononciation. Et oui, on estime que Lutèce compte 10 000 habitants à son apogée, tandis que Lyon compte entre 50 000 et 80 000 habitants. Lutèce connaît une certaine prospérité grâce au trafic fluvial. Fait notable, la ville aurait été christianisée par Saint Denis aux alentours de l'an 250, après Jésus-Christ. Avec l'effondrement de l'Empire romain sous le coup des invasions barbares, la ville prend le nom de Paris et va devenir en 508 la capitale du royaume des Francs sous le règne de Clovis. Elle fut victime de plusieurs raids vikings à partir de 845, lesquels remontent par la Seine et pillent les contrées environnantes. En 885, la ville est assiégée et parvient à résister aux Vikings. Pour l'anecdote, suite à cet épisode, un chef viking dénommé Rollon se voit céder un morceau de territoire en Normandie. Il se convertit au christianisme en 912 et s'installe avec ses troupes en échange de son concours pour bloquer tout nouveau raid viking empruntant la Seine. Sous le règne des Capétiens, la ville est l'une des principales du domaine royal. Elle va gagner progressivement en importance et s'accroître démographiquement. Le roi de France, Philippe Auguste, fait de Paris la capitale incontestée du royaume et y développe l'administration royale. Dans la première moitié du XIIIe siècle, la ville de Paris témoigne d'un développement économique certain et son université est reconnue par le roi et le pape, faisant de Paris le plus prestigieux centre d'enseignement d'Europe occidentale. La cathédrale de Notre-Dame est achevée en 1250. Au début du XIVe siècle, on estime la population parisienne à environ 200 000 habitants, soit la ville la plus peuplée d'Europe. La ville et l'Europe vont affronter la peste en 1348. On estime que la peste noire va tuer entre 30 et 50% de la population européenne en quelques années. De quoi relativiser et prendre un peu de recul par rapport à la situation sanitaire actuelle. Pendant la guerre de 100 ans, l'autorité royale est progressivement remise en cause et la ville bascule du côté anglais en 1420. Elle sera reprise par Charles VII en 1436. Pourtant, le roi et ses successeurs n'y résideront plus pendant longtemps. La ville décroît et à l'issue de la guerre de 100 ans, en 1453, on estime qu'il n'y a plus que 100 000 Parisiens. Paris retrouve de sa superbe en 1528. Le roi François Ier fixe sa résidence dans la capitale. S'ajoute à la théologie et arts libéraux enseignés par l'université, les sciences exactes au Collège de France, ce qui va accroître le rayonnement intellectuel de la ville. Paris atteint 280 000 habitants et demeure la plus grande ville de la chrétienté. Plus tard, la ville n'échappera pas aux guerres de religion et en août 1572 aura lieu le massacre de la Saint-Barthélemy qui entraîne la mort d'entre 2000 à 10 000 personnes. En 1648, Paris est l'épicentre de la fronde qui débute lors de la journée des barricades. Elle oppose les grands du royaume, parlementaires puis princes, au futur roi de France Louis XIV en plein contexte de guerre avec l'Espagne et de la fin de la guerre de 30 ans. Oui, c'est le bordel. Toujours est-il que Paris est peuplé d'environ 400 000 habitants à cette époque. Louis XIV choisit Versailles comme lieu de résidence et y déplace le siège du gouvernement en 1682. Il ne se déplacera que 24 fois à Paris durant son règne. Sa méfiance de la ville est certainement due à l'épisode de la Fronde. Toutefois, il fit construire en 1670 l'hôtel des Invalides, qui est un véritable trésor architectural du style classique français. La construction de cet ouvrage dura 9 ans et comme son nom l'indique, il est destiné aux invalides des armées du roi. Louis XV fera construire le Panthéon, qui était originellement une église dédiée à Sainte-Geneviève en 1754. A noter que Paris, en 1722, s'étend sur environ les 6 premiers arrondissements actuels. Passons. Le XVIIIe siècle sera celui de l'expansion économique et de la croissance démographique. À la veille de la Révolution, on dénombre 640 000 habitants dans la ville de Paris. C'est alors qu'éclate la Révolution française en 1789. Vous l'aurez compris, je fais des sauts historiques plus ou moins longs. La Révolution française débute à Versailles par la convocation des États généraux puis le serment du jeu de paume. Peu de temps après, le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille et le processus révolutionnaire continue, au cœur de Paris, puisque le roi, Louis XVI, va être forcé à s'y installer et à y rester jusqu'à son exécution en 1793. La France va connaître la terreur sous le comité de salut public, puis le régime du Directoire, avant que Napoléon Bonaparte devienne premier consul, suite à son coup d'état réussi du 18 Brumaire 1799. En 1800, Paris a perdu quasiment 100 000 habitants et n'en compte plus que 548
168 000. Elle reviendra à son niveau d'avant la Révolution en 1806 avec 650 000 habitants grâce à l'immigration provinciale. Pour autant, Paris n'est plus la plus grande ville de l'Europe. Elle est distancée par Londres qui est en pleine expansion économique, en pleine révolution industrielle et démographique avec presque 1 100 000 habitants. Napoléon Bonaparte décide de faire de Paris une nouvelle Rome, en référence à la Rome antique de l'Empire romain. Et pour réaliser ce dessein, décide de lancer la construction de monuments tels que l'Arc de Triomphe, le palais impérial de la Bourse, renommé palais Brognard, et la colonne Vendôme. L'empereur avait également un projet de palais pharaonique qu'il comptait réaliser pour son fils. Ce palais aurait eu pour nom le palais du roi de Rome. Il aurait été construit face à l'actuelle tour Eiffel, pour vous situer, à la place de l'esplanade du Trocadéro. Il aurait dû être, selon l'aveu de son concepteur, l'ouvrage le plus vaste et le plus extraordinaire de notre siècle. Il ne vit pas le jour du fait de la chute définitive de Napoléon en 1815. Les travaux n'avaient pas débuté. Il aurait eu plus d'allure que l'actuel palais Chaillot, situé esplanade du Trocadéro. Ne pensez-vous pas? Les souverains de la Restauration, Louis XVIII et Charles X, puis de la monarchie de Juillet dirigée par Louis-Philippe Ier, se préoccupent peu de l'urbanisme parisien. Les classes laborieuses s'entassent au centre de la ville dans une promiscuité et une insalubrité croissante, à tel point que les quartiers centraux deviennent des foyers d'épidémie. Par exemple, en 1830, le choléra fait 32 000 victimes. Le nombre d'habitants de la ville continue d'augmenter pour atteindre 1 055 000 âmes en 1846. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. Allez, on y retourne. C'est alors que l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, en tant que président de la Deuxième République, puis empereur des Français sous le nom de Napoléon III, va littéralement transformer la ville de Paris en un joyau mondial. C'est un peu comme si une équipe de foot passait de la Ligue 2 à la victoire de la Ligue des Champions. Napoléon III, c'est un peu le Nasser Al-Khelaifi de Paris et le baron Haussmann le Kylian Mbappé de l'urbanisme. À la différence que ces personnages historiques vont gagner le titre de la plus belle ville d'Europe, tandis que les autres sont encore à la recherche de leur première étoile. Bon, je suis dur, ils ont aussi des points communs, ils se sont fait humilier par les Allemands. Trêve de pétrodollars, revenons-en au patrimoine historique de la nation. Napoléon III est polyglotte, c'est-à-dire qu'il parle plusieurs langues étrangères, et a vécu longtemps à l'étranger. Il n'a pas été toujours le bienvenu en France. Pourquoi je vous parle de ça, me direz-vous, car ayant vécu à l'étranger, et notamment à Londres qui est la ville la plus moderne, prestigieuse et prospère du globe à son époque, il a pu s'inspirer de ce qui fonctionnait à l'étranger pour l'adapter à Paris, laquelle a bien besoin d'un petit coup de truelle et de pinceau. Il va nommer un homme pour réaliser à bien son dessein de transformation de Paris, Georges Eugène Haussmann, communément appelé le baron Haussmann. Il est un homme rigoureux et organisé, que le ministre de l'Intérieur Persigny qualifie d'animal de race féline. On est plus dans l'action que dans la co-construction de projets en mode réunion autour d'ateliers inclusifs. Vous me l'accorderez. Pour édifier la nouvelle Rome chère à la vision de Napoléon III, Haussmann, nommé préfet et de fait quasi-ministre de Paris, va créer de nouvelles artères, quitte à percer les rues comme vous pouvez le constater sur la carte qui apparaît. Ces travaux gigantesques visent à réaliser une série d'objectifs, fluidifier et dynamiser la circulation des hommes et des marchandises, et donc dynamiser l'économie. Mettre en valeur les monuments en dégageant les abords de Notre-Dame, de l'Hôtel de Ville, du Louvre, des Tuileries, etc. Mettre en valeur la façade des immeubles, habitations en respectant des règles urbanistiques spécifiques. Pas plus de 20 mètres de hauteur pour une façade, les combles sont limités par une diagonale de 45 degrés, la hauteur minimale d'un étage est fixée à 2,60 m. Le but est aussi d'ordre esthétique, c'est-à-dire embellir la ville en créant de grandes et larges avenues, en perçant les rues, en créant de nouveaux parcs tels le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le parc des Buttes-Chaumont, le parc Monceau. Napoléon III ponctue la ville de réalisations de prestige. On construit l'Opéra Garnier inauguré en 1875, l'Hôtel Dieu, la caserne de la Cité qui deviendra la préfecture de police. Chaque arrondissement est doté d'une mairie en guise d'édifice, telle celle du 13e qui apparaît sur vos écrans. Plusieurs édifices religieux sont construits, tels l'église Saint-Augustin ou l'église de la Trinité, je ne cite pas tout. On va aussi doter la ville d'un mobilier urbain raffiné, tels les fontaines Wallace, les kiosques à musique, à journaux, les colonnes publicitaires Maurice, les bandes à view ou encore les becs de gaz ou réverbères. L'ensemble de ce mobilier forme un tout homogène, est agencé et parachève l'unité de la ville, qui s'anime tel un décor de théâtre. On profite de ces travaux titanesques pour modifier le réseau d'approvisionnement en eau. Pour ce faire, un nouveau système d'alimentation en eau va être créé. Plus de 500 km d'aqueducs seront construits. On vise aussi l'assainissement de la ville, évacuation des eaux usées et des déchets pour prévenir les épidémies. Plus de 500 km d'égouts sont réalisés en 1870. Les grandes avenues aérées, les parcs, squares obéissent aussi à des considérations d'ordre sanitaire. Étant membre du régime impérial qui favorise l'essor du chemin de fer en France, le préfet de la Seine, c'est-à-dire notre baron Haussmann, fait construire la gare de Lyon en 1855 et la gare du Nord en 1865. On a là également de beaux ouvrages. Les grandes avenues et l'embellissement de la ville
ville vise aussi à protéger les laborieux contre les dangereux. Et aussi le pouvoir en place, on ne va pas se cacher. Les percements et grands axes faciliteront le maintien de l'ordre. Et oui, il est plus difficile d'organiser des barricades dans une grande avenue que dans des petites ruelles étroites. En 1860, Paris s'accroît. La ville passe de 12 à 20 arrondissements et de 3288 à 7802 hectares. La ville gagne 500 000 habitants et compte désormais 1 700 000 âmes. En termes de coût, selon le professeur émérite des universités Bernard Marchand, le coût total des travaux de Paris sur la période 1853-1870 s'établit à 2,5 milliards de francs, soit 40 milliards d'euros de 2020. Le budget prévisionnel était de 1,1 milliard de francs. On dépense entre 50 et 80 millions de francs par an pour réaliser les travaux. Jusque-là, rien ne change, on dépasse toujours le budget prévisionnel. Le Paris du Second Empire prendra brusquement fin en 1870 avec la défaite de la France face à la Prusse et ses alliés allemands. Les Parisiens continueront la guerre et seront assiégés par les Prussiens. L'épisode se conclura par la Commune et sa liquidation, puis l'avènement de la Troisième République. L'ampleur de la transformation de Paris l'a propulsé au rang de ville moderne et prestigieuse qui fit la fierté de la France pour un bon bout de temps. Il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas parlé de la Tour Eiffel. C'est normal, elle fut construite au départ provisoirement pour l'exposition universelle de 1889. Quant à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, elle fut construite à partir de 1875 et fut inaugurée en 1891. Merci à vous d'avoir consulté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.